maintenant, je vous ai beaucoup parlé des problèmes potentiels, des causes potentielles d'acidose respiratoire métabolique ou d'alcalose respiratoire métabolique. Maintenant, comment ça se fait que à chaque jour où on vit ce genre de perturbations-là, on ne tombe pas malade? Ça peut arriver, mais normalement, on a des mécanismes qui nous permettent de contrôler ces variations d'hydrogène ou de pH sanguin. Donc, c'est tout le concept de tampon chimique ou de système tampon. L'idée, c'est que ces systèmes-là vont permettre soit de capter des hydrogènes ou soit de libérer des hydrogènes. Donc, ils se comportent un peu à la fois comme un acide ou une base. Parce que la définition très simplifiée d'un acide, c'est une substance qui libère un hydrogène, puis une base, va les capter. C'est une définition possible. Mais le système tampon, lui, est capable de faire les deux, et selon la situation, il capte ou il libère les hydrogènes pour justement empêcher les variations du pH. C'est ça l'objectif ultime d'un système tampon, c'est de limiter les variations de pH. Donc, vous mangez un acide, on limite la variation de pH. Vous mangez une substance alcaline, on limite. Dans votre corps, il existe 3 principaux systèmes tampons. En fait, les 2 premiers, on ne les étudie pas. Vous ne verrez jamais ça au cours de votre deck, donc on oublie ça. C'est vraiment le numéro 3, tampon bicarbonate, qui est intéressant. Je l'ai déjà expliqué un petit peu dans d'autres capsules de façon assez rapide. Là, on va le voir un peu plus en détail. Premièrement, j'aime bien le terme système tampon. Des fois, on parle de substance tampon. Je suis le premier à utiliser ce terme-là. C'est correct, mais pour moi, ça amène une confusion parce que la plupart des étudiants vont penser qu'une substance tampon implique une seule substance. En fait, il y a 2 substances. C'est une substance qui prend une forme ou une autre. C'est pour ça que je préfère beaucoup le terme système tampon. Et en fait, le système tampon, on vous le mentionne ici au 2e point, soit qu'on est sous forme de ion bicarbonate, qui en fait va se comporter un petit peu comme une base qui est faible. Je l'ai déjà dit, ça sert à capter des hydrogènes, donc on retire les hydrogènes de la circulation sanguine, donc on capte. Mais cet ion bicarbonate, une fois qu'il a réagi avec l'ion hydrogène, pourra prendre la forme d'un acide carbonique. Donc, lui, l'acide carbonique, ça comporte comme un acide faible. Il va pouvoir libérer, comme n'importe quel acide, des hydrogènes. Donc, c'est une situation ou une autre. Et dépendamment de la situation qu'on vit, on va passer sous une forme ou l'autre. Donc, si je reviens à la super équation chimique que j'ai déjà présentée précédemment, ce qui m'intéresse au niveau du système tampon, c'est surtout ça ici dans l'encadré rouge, qu'on vous a découpé ici en rouge ou en vert. C'est la même réaction chimique en rouge ou en vert, mais elle se fait dans un sens ou dans l'autre. Donc, tout ce qu'on veut, c'est si on a pour X raison un acide fort qui est d'origine respiratoire, métabolique, ou une base forte, il faut éliminer son effet. Et c'est là qu'on va favoriser la réaction chimique dans un sens ou dans l'autre. Donc, exemple, si vous avez un acide fort en présence, en circulation sanguine, si c'est un acide fort, le problème, c'est qu'il y a un excès d'hydrogène. C'est la définition même d'un acide. Donc, si j'ai trop d'hydrogène, ce que je veux, c'est diminuer. Alors, le problème ici, augmentation d'hydrogène, ça c'est toujours le problème. Qu'est-ce qu'on veut faire comme solution? L'inverse. Donc, la solution, si j'en ai trop, je veux diminuer. Et la façon de faire pour diminuer la quantité d'hydrogène, c'est tout simplement d'utiliser un ion bicarbonate, HCO3- ici. Il va réagir avec l'excès, le surplus d'hydrogène, et en le captant, il y a une réaction chimique qui se fait. Un H ici qui réagit avec le bicarbonate ici, ça va m'en faire 2. H2CO3, qui est un acide carbonique. Donc, en fait, si je reviens à l'équation du centre ici dans l'encadré, je favorise la réaction dans ce sens-là. Je retourne sous forme d'acide carbonique, mais ça me permet d'éliminer l'hydrogène. Maintenant, si vous avez une base faible, mon problème ici, c'est que je n'ai pas assez d'hydrogène. Donc, je veux produire un surplus d'hydrogène pour essayer de rétablir la situation. Donc là, on va favoriser la réaction dans le sens inverse. Dans ce cas-ci, je prends l'acide carbonique qui va se dissocier en ion bicarbonate, mais également en hydrogène. Donc, je produis un hydrogène. En allant dans ce sens-là, je remonte la quantité d'hydrogène. Et en augmentant les hydrogènes, je viens compenser le fait ici que j'en ai pas suffisamment lorsque j'ai une base forte. Donc, si je reviens à la réaction ici, encadré, je m'en vais dans le sens inverse. Je favorise la dissociation du carbonique, l'acide carbonique, en hydrogène et ça augmente ici la quantité d'hydrogène. Donc, c'est tout simple.
une confusion que vous avez souvent et qui est un peu difficile pour moi de vous expliquer, c'est que là, vous vous dites, ouais, mais je vais dans un sens ou dans l'autre, ça se neutralise, ça s'annule en fait. Si je fais ici un hydrogène avec bicarbonate, je fais un acide, puis après l'acide se dissocie, donc ça s'annule. En fait, c'est pas tout à fait faux, mais ce que vous oubliez, c'est que vous le visualisez toujours dans une relation de 1 pour 1. Alors que dans votre cas, ça ne sera pas comme ça. On va débalancer les réactions chimiques. Selon la situation que vous vivez, on va favoriser la réaction dans ce sens-ci au détriment de l'autre. Donc, le résultat net sera une accumulation d'hydrogène. Peut-être qu'on va faire 80% de la réaction chimique vers la droite, puis un 20% vers la gauche. Donc, c'est pas 50-50, donc il y aura plus d'hydrogène. Et si je vais dans le sens inverse, bien, je vais favoriser la réaction de l'autre côté pour avoir un effet différent. Et là, vous vous demandez comment on fait pour favoriser une réaction chimique plus qu'un autre. Il y a plein de raisons, mais la plus évidente, si vous avez bien suivi le cours jusqu'à maintenant, c'est tout simplement juste en ajustant, exemple, au niveau urinaire, la concentration d'HCO3-, par exemple. Parce que si on sécrète les HCO3- au niveau des reins dans l'urine et je les élimine, bien évidemment, je ne suis plus capable d'aller dans ce sens-là. J'ai plus d'HCO3-. Donc, on favorise plutôt la réaction inverse. L'acide carbonique va se dissocier en hydrogène. Si au contraire, on réabsorbe un maximum d'HCO3-, puis que par la fréquence respiratoire, j'empêche la présence de CO2, bien, il n'y aura pas d'acide carbonique. Si je n'ai pas d'acide carbonique, bien, je favorise la réaction dans l'autre sens. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est tout simplement que oui, cette réaction-là va se dissocier dans un sens ou dans l'autre, mais en ajustant la quantité de CO2 et la production d'acide carbonique, à la hausse ou à la baisse, bien, on favorise soit la réaction dans ce sens-là ou dans le sens inverse. Donc, c'est vraiment en ajustant le CO2 et le HCO3- qu'on va favoriser la réaction dans un sens ou dans l'autre. Donc, en les éliminant, ces substances-là, ou en les conservant. Parce que dans le fond, le poumon fait un petit peu comme les reins. Le poumon élimine le CO2 ou le conserve selon la fréquence respiratoire, puis les reins, bien, conservent ou éliminent le HCO3-. Donc, si on est dans des concentrations tout à fait égales de 1 pour 1 entre les deux substances ici, je suis d'accord que ça s'annule. Mais généralement, ce n'est pas ça qu'on va faire. Donc, si vous mangez beaucoup d'acide, vous avez des problèmes, des débalancements au niveau du pH en termes d'acidose ou d'alcalose, peu importe qu'il soit d'ordre métabolique ou respiratoire, l'idée, c'est d'aller en sens inverse. C'est pour ça qu'exemple ici, quand on vous disait en présence d'un acide fort, j'ai trop d'hydrogène. Si j'ai trop d'hydrogène, on veut favoriser la réaction des HCO3-, donc des ions bicarbonate qui réagissent. Dans ce cas-ci, les reins vont favoriser la réabsorption du HCO3-, et comme j'aurai plus d'HCO3- que d'acide carbonique, on s'en va dans l'autre sens, ce qui va me permettre d'éliminer les surplus d'hydrogène ici. Donc, c'est vraiment une question de balance. Maintenant, c'était pour vous aider à démêler tout ça, mais qu'est-ce qui est vraiment important de comprendre, même si les dernières nuances vous échappent, c'est pas la fin du monde. Par contre, ce qui est essentiel de bien comprendre, c'est que si j'ai un acide et j'ai trop d'hydrogène, qu'est-ce que je fais? Quel type de réaction? Bien là, je veux un surplus d'HCO3-. Donc, dans ce cas-ci, si on résume l'équation ici, des fois, je fais juste faire une flèche puis ça règle tout. Si j'ai trop d'hydrogène, bien, je vais augmenter mes HCO3- bicarbonate pour avoir l'effet de les diminuer. Tout simplement. Donc, ça serait l'effet qu'on recherche. Alors qu'ici, si je manque d'hydrogène, bien, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux augmenter, si vous voulez, je le mets en parenthèse, le CO2 pour avoir plus d'acide carbonique, parce qu'on a déjà vu, on le voit ici dans l'équation. CO2 plus de l'eau fait l'acide carbonique. Donc, dans ce cas-ci, si j'augmente les acides carboniques, ça va augmenter les hydrogènes. C'est pour ça que je vous disais le raccourci intellectuel que je faisais tantôt n'était pas nécessairement faux, mais il manquait de précision un peu. J'augmente le CO2, ça augmente les hydrogènes. Donc, c'est ce qu'on veut ici. Donc, il y a un acide carbonique, on augmente les hydrogènes pour pallier à la baisse. Donc, en fait, la façon qu'on réfléchit, c'est de détecter c'est quoi le problème initial, trop d'hydrogène ou pas assez. Puis si j'en ai trop, bien, qu'est-ce que je fais au niveau des HCO3-? Puis si j'en ai pas assez, bien, qu'est-ce que je fais en termes de CO2? Pour cet exemple-ci. Comme je l'ai déjà mentionné un petit peu précédemment, là, je vais passer un peu plus vite ici, on parle de compensation ou de perturbation non compensée. Alors, on a toujours le pH normal ici, qui doit varier entre 7,35 et 7,45. Si le pH est plus faible, évidemment, on est en acidose, donc en bas de 7,35, alcalose en dessous de 7,45. Donc, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Pour n'importe quel état d'acidose ou d'alcalose, il y a deux situations possibles. Soit qu'on compense, donc
votre corps tente à essayer de régler la situation de façon naturelle, sans intervention médicale, donc c'est des processus biologiques normaux, ou parfois, ça c'est la pire situation, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de compensation. Donc là, vous êtes en acidose, puis ça peut juste empirer, okay, dans le sens où on ne pourra pas rétablir la situation. Donc d'un point de vue médical, c'est un risque plus important pour la santé. Ceci dit, il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a une compensation qu'il n'y a pas de risque. Il y a moins de risques, mais est-ce que la compensation, elle est à 100% efficace? Est-ce qu'elle est à 30% efficace? Parce qu'on peut avoir toutes sortes de problèmes, en fait, au niveau métabolique, exemple, ou respiratoire. Donc, la compensation n'est pas toujours efficace. Puis parfois, elle est juste insuffisante parce que l'acidose ou l'alcalose est tellement sévère qu'il y a une certaine limite d'efficacité. Donc, je ne voudrais pas que vous pensiez, comme c'est suggéré ici, que la compensation... Ah, mon patient compense, il n'y a pas de problème, je ne vais pas le surveiller, bien au contraire. Sauf que la situation est peut-être un peu moins urgente si la compensation se fait bien qu'une personne qui est non compensée, parce que là, évidemment, on a juste le problème et il n'y a aucune solution de façon naturelle. Donc, il y a plus de chances que vous interveniez dans le deuxième cas, évidemment. Les 4 types donc de débalancement qu'on a déjà mentionné, mais dans ce cas-ci, on va le voir un petit peu avec les valeurs cliniques qui vont m'amener bientôt vers l'exercice que je vais vous faire faire. Donc, souvent, il y a 3 données au dossier qui peuvent nous intéresser. Tu as la valeur du pH sanguin avec les normes, la quantité, la pression partielle de CO2 avec les normes. Donc, une personne en santé devrait être entre 35 et 45 mm de mercure en termes de pression partielle de CO2. En haut, il y en a trop, en bas, il n'y en a pas assez. Et on regarde aussi souvent le taux d'ion bicarbonate, mais on ne mesure pas nécessairement les hydrogènes. Juste avec ces 3 valeurs-là, c'est suffisant pour savoir si le patient a un problème et s'il compense ou non. Donc, pour les ions bicarbonate, la norme est entre 22 et 26. Ici, on vous parle de perturbations acido-basiques de type respiratoire. Donc, là, il faut comprendre ici, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà enseigné. Si j'ai un problème au niveau des poumons, c'est les reins. Donc, si c'est un problème d'acidose respiratoire, c'est les reins qui compensent. Si j'ai un problème d'acidose ou alcalose métabolique, donc si ce n'est pas le CO2 qui est impliqué, c'est donc c'est un déséquilibre d'ordre métabolique, là, c'est les poumons qui vont compenser. Sauf qu'ici, on vous parle d'un problème respiratoire. Donc, au niveau respiratoire, il y a différentes causes, les plus fréquentes. Je peux avoir une acidose respiratoire causée par une obstruction des voies respiratoires, une bronchite sévère, de l'asthme sévère aussi. Donc, tout ce qui peut amener à une obstruction des voies respiratoires, au niveau, exemple, des bronchioles, un problème d'échange gazeux avec une destruction des alvéoles pulmonaires, exemple dans le cas d'emphysème, s'il y a un affaissement des alvéoles avec un manque de surfactant, exemple, ou une pneumonie très sévère ou un cancer du poumon qui amène une destruction des alvéoles. Dans ce cas-ci, c'est des cas qui peuvent amener à une acidose respiratoire. Pourquoi? Parce que les échanges gazeux sont moins bien. Si les échanges gazeux sont moins bien, on a une accumulation de CO2. Donc, on expire de façon moins efficace. Le CO2, au lieu d'être éliminé à 100%, c'est des chiffres juste pour... c'est pas des vrais chiffres, c'est pour nous aider. Mais si, au lieu d'éliminer 100% du CO2 que je devrais éliminer normalement, j'en élimine juste 30%, il me reste 70% qui traîne dans le corps. Et, comme vous savez bien maintenant, CO2 raccourci, oui, ça fait un acide carbonique, mais en gros, ça augmente l'hydrogène via la production d'un acide carbonique. Donc, accumulation de CO2 augmente les hydrogènes, ça m'amène trop d'hydrogène, donc un cas d'acidose respiratoire. Parfois, c'est des lésions au niveau du tronc cérébral, particulièrement au niveau des centres respiratoires. Ça peut être le pont qui est affecté ou encore les groupes respiratoires dorsales ou ventrales qu'on retrouve au niveau du bulbe rachidien. Mais peu importe, les centres respiratoires, d'un point de vue neurologique, envoie trop d'influx nerveux, pas suffisamment, ou peu importe. Donc, ça va affecter la fréquence respiratoire. Ça peut être aussi un problème de nerf. Un nerf qui ne fonctionne pas, qui est comprimé suite à une inflammation, qui est sectionné, ou peu importe. Par exemple, le nerf phrénique ou les nerfs intercostaux qui contrôlent les muscles respiratoires. Lésions aussi au niveau des muscles respiratoires, diaphragme, intercostaux externes. Et évidemment, si je contracte moins ou j'ai moins de stimulation nerveuse, la fréquence respiratoire diminue. Okay? Donc, si la FR diminue, comme je disais tantôt, il y a une accumulation de CO2. Puis si j'augmente le CO2, j'ai trop d'hydrogène. Les cas d'alcalose respiratoire un peu différents, ça peut être provoqué par un problème aussi d'ordre nerveux. Ça peut être une lésion au niveau du pont ou du bulbe, mais dans ce cas-ci, il faut que ce soit une surstimulation nerveuse. Donc, on augmente
en fait la fréquence respiratoire. En augmentant la fréquence respiratoire, j'ai moins de CO2 qui traîne dans le corps, moins de CO2, je diminue la quantité de dioxyde de carbone, CO2, ce qui diminue éventuellement la quantité, vu qu'il va y avoir moins d'acide carbonique, on diminue également la quantité d'hydrogène. Donc, dans ce cas-ci, moins d'hydrogène, pH trop alcalin, trop élevé, donc on parle d'alcalose respiratoire. Qu'est-ce qui peut causer ça? C'est moins fréquent que les cas d'acidose, parce que vous l'avez vu, les cas de bronchite, d'asthme, d'emphysème, c'est extrêmement fréquent au Québec, évidemment. Donc, les traumas aussi qui vont empêcher la production d'influx nerveux. C'est plus rare qu'on va avoir une surstimulation d'influx nerveux, mais bien que c'est possible. Donc, dans ce cas-ci, c'est plus rare. Il peut y avoir des problèmes d'hyperventilation causés par, des fois, ça peut être le stress. Hein? Il y a des gens qui souffrent d'anxiété, de crises d'anxiété très graves. Et une des réponses nerveuses suite à ce stress, c'est d'hyperventiler. Donc, j'élimine trop de CO2, évidemment. Surdose d'aspirine, on voit ça de temps en temps. Il y a des gens qui prennent trop d'aspirine pour X raisons. Et l'aspirine est bien connue pour affecter le centre respiratoire et stimuler. Donc, la fréquence cardiaque augmente. Et c'est un cas classique, la surdose d'aspirine, d'alcalose respiratoire. Là, le lien est très, très bien connu depuis très longtemps. Donc, ça vous pouvez être confronté à ça, évidemment, quand vous allez travailler. Puis, toutes les situations d'hypoxie. Donc, vous pouvez être en haute altitude, bon, c'est correct. Ce qui est plus fréquent pour vous autres, ça va être les cas d'anémie sévère ou d'insuffisance cardiaque. Si, l'anémie, peu importe la cause de l'anémie, c'est que je diminue les globules rouges, donc moins de transport d'oxygène. Insuffisance cardiaque, le cœur pompe pas assez, donc il y a moins de sang qui est expulsé, donc il y a moins d'oxygène au niveau des cellules. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai moins d'oxygène, ça va diminuer ma quantité de CO2. Et ce lien-là vient de votre premier cours de biologie quand vous êtes arrivé au cégep. Il y a une super équation qu'on vous a montrée, très simplifiée, la respiration cellulaire. Pour faire de l'énergie dans votre corps, sous forme d'ATP, on a besoin de glucose, d'oxygène. On produit de l'ATP, de la chaleur et de l'eau. L'ATP, c'est l'objectif. Mais un produit de ça, c'est le CO2. En fait, c'est de là qui vient essentiellement le dioxyde de carbone. Donc, il est où le lien ici entre une situation d'hypoxie, une insuffisance cardiaque, une anémie grave? Bien, le fait de diminuer l'oxygène, je pense que tout le monde a compris que la réaction chimique se fait moins bien. Donc, il y a moins d'énergie qui est produite. Moins d'énergie qui est produite, donc faiblesse musculaire, confusion s'il n'y a pas assez d'énergie dans les neurones et tout ça. Mais en même temps, si je produis moins d'énergie, je produis moins de CO2. Et si je produis moins de CO2, c'est une situation qui provient un problème d'alcalose. Donc, faire attention parce que même si vous voyez le mot cardiaque, on considère que c'est un trouble respiratoire parce que c'est le CO2 qui est impliqué. Ça, c'est très important de le comprendre parce que ça peut amener une confusion. Ce n'est pas une alcalose métabolique. Le problème ici est un problème de CO2. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est l'oxygène. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais indirectement, la hausse ou le fait qu'il y ait plus d'oxygène ou moins d'oxygène entraîne indirectement une augmentation du CO2 ou une diminution de CO2, et c'est pour ça ici qu'on a un trouble d'acidose ou d'alcalose respiratoire. Dans le cas ici, comme la respiration cellulaire se fait difficilement, il y a moins d'énergie, mais moins de CO2 de produit, donc moins d'hydrogène. Hein, toujours ce lien qui est extrêmement important. Moins de CO2, moins d'hydrogène, donc cas d'alcalose ici. En chiffres, on va les étudier plus au niveau de l'exercice, mais rapidement, même si ce n'est pas clair, c'est pas grave, je vais y revenir. Mais le pH, évidemment, c'est en bas de 7,35 qu'on parle d'une acidose. Pourquoi on vous parle d'une acidose respiratoire? Dans ce cas-ci, comme j'ai du CO2 qui est élevé, plus que la normale, en haut de 45. Mettons, j'ai une pression partielle de 50. Trop de CO2, ça veut dire trop d'hydrogène. Ça explique l'acidose. Et comme c'est un problème de CO2, ça explique l'acidose respiratoire. Si vous avez un problème d'alcalose respiratoire, c'est encore une fois un problème de CO2. Donc, alcalose, le pH sanguin est en haut de 7,45, exemple 7,5. Par contre, ici, je manque de CO2, je suis inférieur à la normale, donc moins de CO2, moins d'hydrogène favorise l'alcalose, mais on dit respiratoire parce que c'est le CO2 qui est impliqué ici. Les deux derniers cas de figure, les acidoses à alcalose métabolique. Donc, acidose métabolique, ce qu'on voit ici,
c'est toutes les situations qui n'impliquent pas le CO2. Donc, c'est très simple. Généralement, les causes possibles, diabète avec la production de corps cétonique. Donc, vous savez que le diabétique n'utilise pas le glucose pour faire l'ATP. On a dit ça souvent. Donc, s'il n'y a pas le glucose, qu'est-ce qu'il fait pour faire de l'ATP? Il utilise ses protéines, ses graisses, entre autres les acides gras. Possible de faire de l'énergie pour accomplir ses besoins métaboliques, sauf qu'on va produire des corps cétoniques qui produisent des hydrogènes. Si vous utilisez certaines voies métaboliques pour produire de l'ATP, ça produit de l'acide lactique, donc on en a déjà parlé. Et l'acide lactique est littéralement un acide, donc on libère des hydrogènes. Des problèmes au niveau des reins, vous avez une attaque aux reins, une insuffisance rénale, une infection, un cancer des reins, peu importe, les reins ne fonctionnent pas, donc le problème de sécrétion, de réabsorption peut affecter les hydrogènes. En fait, dans ce cas-ci, pour expliquer un cas d'acidose métabolique, c'est qu'on va éliminer de façon moins efficace les hydrogènes ou les acides. Donc, si au lieu de sécréter les hydrogènes, parce que je n'arrive plus à les éliminer, ils restent dans le corps, bien évidemment, j'ai un surplus d'hydrogène, donc ça crée une acidose. Et comme c'est une acidose qui n'implique pas le CO2, c'est nécessairement une acidose métabolique. Puis, on peut avoir l'inverse. Pour X raison, la membrane de filtration ne fait pas le travail. On élimine un surplus d'ion bicarbonate. Donc, toujours la même relation, HCO3-, si je les diminue dans ce cas-ci. Voilà, je m'excuse, je suis un petit peu en bas de l'écran, ça va être difficile. Je vais le faire en haut, la relation ici. Donc, juste au cas qu'on ne se souvient pas, si je diminue le HCO3-, j'ai toujours la relation inverse avec les hydrogènes, donc ça va augmenter les hydrogènes. Ou si j'augmente les HCO3-, on diminue les hydrogènes. Donc, dans ce cas-ci, si j'élimine trop d'HCO3-, j'en perds trop dans l'urine, j'en ai moins, bien, ça favorise une accumulation d'hydrogène dans le sang. Donc, c'est des cas d'acidose métabolique. Et comme je l'ai déjà dit, bien, si on veut compenser, comme c'est un trouble rénal ici, ça serait les poumons en ajustant la fréquence respiratoire qu'on va faire le travail. L'alcalose métabolique, on en a parlé un petit peu aussi, vomissement, donc on parle des acides contenus dans l'estomac, donc ça peut favoriser une alcalose. Les reins ne font pas le travail, on perd trop d'acide, donc la relation inverse de tantôt. Pour X raison, on a une accumulation d'HCO3-, on les réabsorbe trop, on ne les sécrète pas assez, donc tout ça va faire en sorte que on favorise l'alcalose ou des fois, on perd juste trop d'hydrogène aussi, c'est possible. Surdose de médicaments antiacides, on en avait déjà mentionné aussi précédemment. Donc, c'est les différentes situations d'acidose ou d'alcalose métabolique. En termes de chiffres, ce qu'on voit, bien, encore une fois, c'est une acidose. Tout comme l'acidose respiratoire, on va être en bas de 7,35. Sauf qu'ici, le CO2 est normal. Le problème est au niveau des HCO3-. C'est l'indication ici, c'est la relation que j'ai faite en haut, donc ce que je pointe présentement en haut ici. Si je manque d'HCO3- et je suis inférieur à 22 mmol par litre, ça c'est une concentration évidemment, donc j'en ai pas assez en termes de quantité, ben, ça favorise une augmentation d'hydrogène, ce qui explique mon acidose. Par contre, si je suis en alcalose, évidemment, je suis en haut de 7,45, mettons 7,5, mais ce qui me distingue de l'alcalose métabolique de l'alcalose respiratoire, ce n'est pas un problème de CO2, il est normal ici. Le problème, dans ce cas-ci, c'est au niveau des HCO3- qui serait plus élevé. Donc, si les reins ne font pas le travail et j'ai trop de HCO3-, j'en élimine pas suffisamment dans l'urine, ça va diminuer ma concentration d'hydrogène. On sait qu'une accumulation d'HCO3- diminue l'hydrogène. C'est toujours les mêmes relations. Donc, dans ce cas-ci, favorise un alcalose, mais on dit métabolique parce que ce n'est pas le CO2 qui est impliqué.